problème, c'est qu'on est censé faire des dossiers maintenant d'1 heure au lieu d'une demi-heure, et on a toujours des confs de 4 heures. Moi, je demande des confs de 7 heures. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Vous avez 5 dossiers d'1 heure. Déjà, vous avez 2 heures pour rédiger. Des confs de 7 heures. Oh, mais moi aussi, hein, il n'y a aucun souci. Alors là, c'est pas moi que ça dérange. Au contraire. Alors là, vraiment, avec grand plaisir. Alors, pour ceux qui en veulent. Allez, le dossier numéro 2. Bon, vous l'avez tous lu, je ne le relis pas? Non, ça veut dire qu'il faut que je le relise? Question 1. Concernant l'infection gynécologique sérieuse que la patiente a présentée il y a 10 ans, quel est votre diagnostic précis? Vas-y. Sur des questions comme ça, j'interroge quand même. Tac, tac. Micro, micro. Tiens, donnez-le-moi le micro. Vas-y. Merci. J'ai mis salpingite aiguë droite d'origine probablement iatrogène suite à un geste endo-utérin. Compliqué peut-être d'un syndrome de Pfizer-Curtis. Je ne suis pas sûre du tout ça. Ah, pourquoi tu parles de Pfizer-Curtis? Parce qu'on a dit qu'il y avait des adhérences et ses trompes en mauvais état et elle a eu 3 IVG. Enfin, elle a eu pas mal de choses quand même. Alors, on dit ça doit être le bazar. Là, sur les éléments qu'on a dans le dossier, on ne peut dire qu'une chose, c'est que c'est d'origine tubaire, c'est une pelvipéritonite d'origine tubaire. Pourquoi pelvipéritonite et non pas simple salpingite? C'est parce qu'on vous dit dans le dossier qu'elle avait une défense généralisée, une contracture localisée à la région pelvienne. Contracture égale péritonite. Mais localisée? Et alors Si, pelvipéritonite, c'est localisé à la région pelvienne. On aurait très bien pu mettre contracture généralisée, il n'y a pas de souci, mais je me suis dit localiser, ça va plus les orienter vers l'origine tubaire, l'origine pelvienne. Mais dès l'instant où vous voyez le mot contracture, c'est une péritonite. Voilà, il faut faire simple. Donc c'est une pelvipéritonite d'origine tubaire qui, dans ce contexte-là, est secondaire à une salpingite. Petit b, quelles sont en fonction des principales étiologies les principaux germes incriminés dans cette pathologie? Donc ça, c'est un peu une question foireuse de cours. Enfin bon, ça fait partie des choses à savoir. Donc, dans les salpingites, vous avez 2 grands types d'étiologies. Vous avez les MST d'une part, et vous n'avez pas les MST, c'est-à-dire les secondaires à un geste endo-utérin. Donc, dans les MST, on vous a cité tout à l'heure les 3, chlamydia, trachomatis, mycoplasma et gonocoque. Et dans les mycoplasmes, il y en a 2, mycoplasma hominis et uréaplasma uraliticum. Ça, c'est réglé pour les MST. Maintenant, pour les salpingites, d'origine secondaire à un geste endo-utérin, donc ça peut être une pose de stérilet, un curetage, une hystéroscopie, ou secondaire à une infection par contiguïté, la dame elle a une appendicite et l'infection par contiguïté elle atteint les trompes. Les germes les plus fréquemment rencontrés, ce sont d'abord et avant tout les entérobactéries, Escherichia coli, Proteus et Klebsiella, les staphylocoques, streptocoques et Bacteroides fragilis. Entérobactéries, les streptocoques, staphylocoques, ceux-là je pense que vous les avez tous marqués, et Bacteroides fragilis. Quelles sont les principales complications à distance de cette pathologie? Quels sont les 2 mots-clés? Vas-y, à toi. Je vais répéter à haute voix. Vas-y. Très bien. Infertilité. Et l'autre? Ouais, enfin la récidive c'est juste, mais vraiment les 2. GEU, grossesse extra-utérine, infertilité, récidive, algie pelvienne chronique et ce qu'on appelle la salpingite chronique, c'est-à-dire l'hydrosalpinx, les dyspareunies, c'est-à-dire douleurs pendant les rapports, les douleurs chroniques. Ok, donc stérilité, enfin infertilité, GEU, récidive, douleurs chroniques et salpingite chronique. Question 2. Concernant l'épisode actuel, quel est votre diagnostic justifié, mademoiselle? J'ai une grossesse extra-utérine. Vous avez mis gauche, vous? Ah, bon, ben voilà, il y a une erreur dans le... Et alors, pourquoi personne m'a dit quand il a fait le dossier? Je pensais que c'était un piège.
Non, 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 non. C'est moi qui me suis trompé de côté. C'est-à-dire que j'ai pas fait de piège. L'image, elle est du côté de la douleur, c'est du côté droite. Et dans la réponse, c'est grossesse extra-utérine droite. Alors, pourquoi? Donc ça, c'est simple. Le terrain, d'abord. Donc c'est une femme en âge de procréer qui Oui. a des facteurs de risque, donc un antécédent d'IST. Enfin, là, du coup, ça devenait du même côté, donc c'était bon. Mhm. Non, mais même si c'est pas du même côté, hein, attention, Oui, justement, quand ça vous avez compte. on vous dit il y a une salpingite droite, dans plus de trois quarts des cas, vous avez eu une salpingite de l'autre côté et les conséquences tubaires, elles sont bilatérales. Attention. Et pourquoi? Parce que, si tu veux, le MST, le germe, il atteint l'action bilatérale. Donc, comme autre facteur de risque, il y a une contraception par dispositif intra-utérin. Très bien, Et il y a le tabac aussi. très bien. C'était un retard de règles, plus des métrorragies de faible abondance, plus une douleur pelvienne Très bien. latéralisée. Et donc on a des bêta-HCG qui sont positifs. Ouais, Et à l'échographie, on a des signes directs, donc avec le sac gestationnel dans la trompe, très bien. et des signes indirects avec une vacuité utérine et un épanchement du cul-sac de Tourette. Excellent. Et c'est la corrélation clinique, échographique et biologique qui permet là d'avoir un diagnostic de quasi-certitude. Pas de sac dans l'utérus, bêta supérieur à 1000 et sac gestationnel extra-tubaire. Comment on fait la différence entre un sac gestationnel et un pseudo-sac? Un mot-clé. La vésicule vitelline. Pour parler de sac gestationnel, il faut avoir une vésicule vitelline. C'est très bien. Les facteurs de risque de cette pathologie dans cette observation, vas-y, il y en a 5. Donc, alors, salpingite, Très bien, tabac, très bien, stérilet, très bien. antécédent de chirurgie abdominale, Excellent. appendicectomie, et le cinquième, je vois pas. Adhérence tubo-pelvienne, qui sont en fait la conséquence des autres items. Excellent. Là, non, pas du tout, c'est pas un facteur de risque. Non, ça fait partie dans l'argumentaire pourquoi tu dis le diagnostic. C'est une femme en âge de procréer, donc ça fait partie de la justification, si tu veux, du terrain, mais c'est pas du tout un facteur de risque. Toutes les femmes en âge de procréer ne sont pas à risque de... Enfin, c'est pas un facteur de risque. À toi. Alors, celle-là, elle est bon, elle est pas simple, celle-là. Quel autre examen biologique est utile dans ce contexte pour choisir le type de traitement? Qui a une idée? Non. Transaminase, c'est contre-indication au méthotrexate. Mais c'est pas la réponse attendue, là. Non. Non, vous ne savez pas? Bon, c'est normal, vous ne sachiez pas, c'est pas facile, ça. C'est la progestéronémie. La progestéronémie, qui est un marqueur de prolifération, d'activité embryonnaire. Alors c'est important parce que pour les indications de traitement médical par méthotrexate, on utilise un score, des scores, dont le plus connu est le score de Fernandez, Hervé Fernandez, qui est un des PUPH de l'hôpital Antoine Bécler, qui a créé un score, et la progestéronémie fait partie des items. C'est surtout que c'est un marqueur de prolifération, c'est-à-dire que quand on utilise du méthotrexate, c'est un antimitotique, il va d'autant mieux marcher que la prolifération est importante. Ça, c'est le principe même de toute molécule anticancéreuse, de chimiothérapie anticancéreuse. Ça marche sur les cellules qui se développent très vite. A contrario, si jamais après votre méthotrexate, vous avez toujours une progestéronémie élevée, c'est que ce n'est pas efficace. Donc ça vous aide à poser l'indication de méthotrexate et surtout à permettre de voir l'efficacité du méthotrexate. C'est beaucoup plus sensible que la décroissance au début du taux de bêta-HCG. Puisque vous savez, quand vous faites du méthotrexate, vous avez une augmentation paradoxale du taux, qui n'est pas du tout paradoxale, c'est juste que vos cellules embryonnaires, elles se lisent, et donc vous avez un largage de bêta-HCG par ce biais-là qui se fait. Bon, progestéronémie, ça valait que 5 points. Question 5. Vous posez l'indication d'un traitement médical. Quel traitement instaurez-vous? On va dire qu'on met du méthotrexate en milieu hospitalier. Méthotrexate en milieu hospitalier. Une injection intramusculaire à raison de, je ne sais plus quoi, 1 gramme kilo. C'est 1 mg kilo. Et c'est après bilan préthérapeutique. À ne pas oublier, comprenant l'hémogramme, le bilan hépatique et la fonction rénale.
Quelles sont les contre-indications du traitement médical? Je vais vous la faire, celle-là. Les contre-indications du traitement médical, le principal mot-clé, c'est le doute diagnostique. Ça aussi, ça paraît tout con, mais c'est doute diagnostique. Ensuite, c'est les antécédents, c'est-à-dire une récidive homolatérale. Une patiente qui a déjà fait une grossesse, qui a été traitée par traitement conservateur, si elle recommence, il n'est pas question de lui faire un traitement médical. C'est une indication opératoire. Clinique. Dans la clinique, vous avez la mauvaise tolérance hémodynamique, les douleurs spontanées importantes, les scapulalgies. Pourquoi les scapulalgies? Parce que c'est un signe de quoi, les scapulalgies? Quand elles commencent à vous dire qu'elles ont mal à l'épaule, d'épanchement péritonéal abondant, c'est-à-dire avec épanchement du Morrison, c'est-à-dire là où passe le nerf phrénique, hein, c'est-à-dire l'épanchement qui remonte jusqu'au foie. Voilà pourquoi. Biologique, c'est bêta-HCG élevé. Je ne vais pas vous donner de chiffres parce que les gens ne sont pas d'accord entre eux. Progestéronémie très élevée, c'est discuté. Je vous l'ai mis parce que c'est dans les bouquins. C'est discuté parce qu'on a vu que plus la progestéronémie était élevée et plus le méthotrexate marchait bien. Quand elle est extrêmement élevée, avec du méthotrexate très élevé, la grossesse est tellement grosse et évolutive que le méthotrexate ne pourra pas marcher. Voilà pourquoi c'est noté. Et puis enfin, échographie, c'est l'activité cardiaque au niveau de l'embryon et un hémopéritoine important. OK? C'est clair ça? Activité cardiaque. Non, il ne faut pas qu'il y ait d'activité cardiaque. Les contre-indications au traitement médical, quand vous avez une activité cardiaque, l'embryon il est tellement évolué, la grossesse est tellement évoluée, le méthotrexate ne peut pas marcher. Le méthotrexate, il va marcher sur une petite grossesse, sur une grossesse débutante, pas sur une... Bien sûr. Ah, bien sûr, ça arrive souvent qu'on voit, quand on se rend compte d'une GU avec une activité cardiaque. Il y a même eu des cas décrits de grossesse abdominale à terme. C'est-à-dire que la grossesse, quand on dit grossesse extra-utérine, c'est dans la trompe, mais pas nécessairement dans la trompe, ça peut être aussi dans les intestins. C'est-à-dire que l'œuf, il s'est implanté dans l'intestin. La fécondation se fait en dehors de la trompe. Le spermatozoïde rencontre l'ovule dans le ventre, et il n'est pas recapté par le pavillon, il s'implante, il se trouve bien là, et il se développe. C'est rare, il y a eu 3 cas décrits dans le monde. Enfin, celle qui a eu la grossesse, le placenta, il n'y avait plus rien, quoi. Il n'a pas pu sauver, on n'a pas jamais pu sauver cette dame. Enfin, c'est pas nous, ça c'est aux États-Unis. Mais elle ne peut pas vivre avec ça, puisque le trophoblast, il prenait tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Oui. J4, J7. J4, ça augmente paradoxalement, et à J7, ça doit commencer à diminuer. Et enfin, quand on vous pose cette question, quelles sont les contre-indications de ce traitement, il ne faut jamais oublier qu'il y a les contre-indications du traitement médical, je viens de les citer, et les contre-indications du méthotrexate. C'est ça qu'il faut retenir de cette conférence, finalement. C'est que, attention à ce type de questions. Quand on vous dit quelles sont les contre-indications du traitement médical, vous avez les contre-indications de l'indication du traitement médical, puis vous avez les contre-indications du produit qu'on utilise. Donc les contre-indications du méthotrexate, c'est thrombopénie, leucopénie, insuffisance rénale ou hépatique, hypersensibilité à l'un des constituants du produit, mais enfin ça c'est vrai pour tous les produits, et antécédent d'accident grave avec le méthotrexate. Donc n'oubliez jamais, contre-indication du traitement médical, n'oubliez jamais, contre-indication du produit en lui-même. Et ça c'est vrai pour toutes les disciplines. Okay. Question 6. Quelle surveillance mettez-vous en place? Alors, qu'est-ce que vous feriez comme plan là? Qui c'est qui fait des petits tableaux, là, comme je fais, moi? Faites des petits tableaux. Faites des petits tableaux. Toujours des petits tableaux. Donc, vous avez la surveillance, elle est, allez-y, clinique, biologique, échographique. C'est quoi la question? La question, c'est quelle surveillance mettez-vous en place? Alors, on peut partir bille en tête, mais le plus simple, c'est de faire un petit tableau pour ne rien oublier. Clinique biologique, échographique, et là, qu'est-ce que je vais mettre? Efficacité, et voilà. Ben voilà. Efficacité et tolérance, maintenant on remplit. Donc,
Surveillance de la tolérance du traitement clinique, absence de signes d'insuffisance rénale ou hépatique, de fièvre, de syndrome hémorragique. Biologique, au moindre doute, on fera un bilan hépatique, une hémostase, une fonction rénale, urémie, créatininémie et un hémogramme, hein, parce que ça donne des leucopénies, thrombopénies, même si à ces doses-là, c'est exceptionnel. Surveillance de l'efficacité du traitement clinique, c'est absence d'intensification des douleurs, absence d'augmentation de la masse latéro-utérine, OTV. Biologique, c'est la décroissance des bêta-HCG, oubli égale 0, là pour le coup, décroissance des bêta-HCG, jusqu'à négativation complète, à faire une fois par semaine. Jusqu'à négativation complète. Enfin, échographique, c'est absence d'augmentation de taille du sac extra-utérin, absence d'épanchement et absence d'apparition d'une activité cardiaque. Si vous faites ça, vous remplirez toutes les cases et vous n'oublierez rien. Oui. Rompu ou en voie de rupture, c'est un diagnostic qui est clinique. Elles ont une violente douleur, elles ont une défense, elles ont un état de choc. Donc on a, c'est clinique. Et après, à l'échographie, tu vois un épanchement extrêmement abondant. Ah bah, défense, oui, mais tu as une défense dans les torsions d'annexe, si tu veux. Pas, mais tu n'as pas de rupture sans douleur et sans défense, ça c'est évident. Question 7. Quel autre traitement de cette pathologie connaissez-vous? Quels en sont ses principes et les modalités? C'est le traitement chirurgical, par voie cœlioscopique ou exceptionnellement laparotomique, à but diagnostique, thérapeutique et pronostique. Donc toujours pareil, quand on vous demande un traitement chirurgical, on commence par la voie d'abord et par les buts du traitement. Il est diagnostique, il permet de voir la grossesse extra-utérine. Il est thérapeutique, il permet de l'enlever. Et il est pronostique, et c'est ça l'élément fondamental, il va permettre de donner à la patiente une indication sur l'état de ses trompes pour la fertilité ultérieure. État de la trompe contralatérale et possibilité ou non de traitement conservateur. Deux modalités différentes sont à discuter en fonction des constatations péropératoires. Le premier, c'est le traitement conservateur. On ouvre la trompe et on aspire la grossesse à l'intérieur. Ouvrir en grec, ça se dit otomie, salpingotomie, et enlever, ça se dit ectomie, salpingectomie. Donc on a le traitement conservateur, salpingotomie, ou le traitement radical, salpingectomie. Et enfin, question 8, quelles sont les principales complications à distance de cette pathologie? On l'a vu tout à l'heure.